Et le quatrième, c'est l'industrie. Le côté industriel, je regarde, oui, bon, c'est bon. Le côté industriel est très important. Nous avons plus de 7000 compagnies de high-tech. 7000. Là, j'ai marqué plus de 7000, plus de 360 centres de recherche-développement. Pourquoi? Eh bien, écoutez, je ne vous cache pas que ce transparent, enfin ce slide, je l'ai écrit il y a de cela 6 mois à peu près, parce que je fais des conférences sur ce domaine-là. Et à chaque fois, j'essaye de rajouter des chiffres, mais ça se développe tellement que je ne sais pas. J'ai marqué par exemple 78 accélérateurs, 22 incubateurs. Je suis certain alors que je vous dis qu'il y en a plus. Et en fait, de capital risque, parce que nous avons besoin d'investir. Nous avons besoin que des capitaux soient mis dans ces accélérateurs pour leur permettre de se développer. Et aujourd'hui, en Israël, nous avons une infrastructure de capital risque remarquable. On dira quelques mots. Il y a plus de 150 centres de capital risque qui vont financer. D'une manière générale, les sociétés qui font... Vous avez entendu parler que, par exemple, Mobileye a été acheté par Apple ou bien que Waze a été acheté par Google. Eh bien, les fondateurs israéliens ne s'arrêtent pas à cela. Ils prennent cet argent-là et ils l'investissent en Israël. Ils restent en Israël la plupart du temps, par les plus tard, 99% des cas, le centre de recherche reste en Israël, même si la société est passée à Apple. Et ceci, c'est dans l'intérêt de celui qui a acheté. Il préfère le laisser en Israël parce qu'il sait qu'en Israël, il pourra développer mieux et il a les meilleurs... à propos, toute ma carrière, je l'ai faite dans les industries aérospatiales et entre autres, j'étais aussi le vice-président de la recherche-développement. Et nous avions un gros problème déjà, il y a une quinzaine d'années, de pouvoir prendre des jeunes ingénieurs. Aujourd'hui, il y a des problèmes de jeunes ingénieurs. Pourquoi? Parce que les sociétés privées comme Apple, comme Amazon, comme Google, comme Facebook, qui ont de grands centres de recherche en Israël, payent plus qu'une société aérospatiale nationale comme Israël, comme vous le savez, puisque nous sommes considérés comme fonctionnaires. Donc, nous avons un problème, ceci, mais enfin, ça vous montre ça. Bon, sur quoi nous travaillons? Ben, nous travaillons sur tous les domaines que vous avez entendu parler, cybersécurité, l'agriculture. Là, par exemple, sur l'agriculture, nous sommes bien en avance en irrigation, en food tech, en agritech. Nous avons par exemple, là, actuellement, des délégations qui viennent en Israël dans différents domaines, etc. Voilà. Et enfin, comme je vous dis, il y a 360, je ne veux pas vous impressionner avec des logos comme ça, mais il y en a des quantités comme ça, qui est un peu partout. Bien, juste pour vous montrer le développement de ces centres de recherche israéliens. De 89 à 2004, on avait en moyenne 3,6 sociétés de centres de recherche qui étaient développés. Plus tard, de 2004 à 2013, le rythme a augmenté. Nous sommes arrivés à presque 20 centres en moyenne par an. Et maintenant, depuis 2014, ça veut dire 5 ans seulement, 117 entreprises multinationales venant de 21 pays ont ouvert un centre de recherche en Israël. Les derniers en date, tout simplement, c'est Renault, par exemple. Orange, que vous connaissez, a déjà des centres de recherche qu'ils ont depuis plus de 6-7 ans. On ne parle pas de Thales, qui a 3 sociétés de recherche en Israël, que Dassault Systèmes est installé en Israël depuis pas mal d'années déjà. Que, bon, Alcatel-Lucent, je ne sais pas si c'est une société française ou américaine, elle a un centre de recherche bien plus important que ce qu'elle a en France. Bien plus, etc., etc. Bon, ça c'est donc pour montrer ça. Maintenant, le capital risque. Le capital risque, c'est bien sûr l'argent, c'est le nerf de la guerre. Eh bien, nous avons 70 fonds de capital risque qui sont vraiment actifs, dont 14 qui sont internationaux, qui sont installés en Israël. Ils ont des bureaux installés en Israël. Mais il y a plus de 220 fonds qui investissent en Israël tout en étant dans leur pays. Et ceci, quand je vous dis dans le pays, c'est tous les pays que vous pouvez imaginer. Je ne parle pas des Chinois, bien sûr, qui pourraient racheter tout le pays en entier, s'ils le voulaient. Mais enfin, heureusement, on ne leur donne pas ça. Et puis d'autres, Singapour, les Indes, l'Inde, par exemple, l'Amérique du Sud, les États-Unis, bien sûr, et l'Europe, la France et d'autres pays européens. Très rapidement, bon,
Pour ceux qui connaissent Israël, nous avons des centres de recherche un peu partout. Ça, c'est une vieille carte, hein. Je vous dis honnêtement, mais je n'ai pas trouvé une carte beaucoup plus. Vous avez du côté de Haïfa, c'est-à-dire au nord. Vous avez du côté de Tel Aviv et Jaffa. J'aurais dû marquer aussi Herzliya et Césarée. Jérusalem, bien sûr. Beersheva, qui est devenu le centre mondial de la cybersécurité. Le centre mondial de la cybersécurité. Israël a reçu des investissements dans la cybersécurité beaucoup plus que toute l'Europe, de personnes qui ont investi dans les sociétés de cybersécurité israéliennes. Si vous prenez tout ce qui a été investi en Europe en cybersécurité, c'est bien inférieur par rapport à ce qu'Israël a reçu comme argent pour développer ceci. Voilà. Maintenant, je veux aussi insister sur le fait que cette innovation israélienne nous aide justement à mieux intégrer les minorités en Israël. La minorité non juive, donc, qui représente 25% de la population, qui est importante bien sûr, s'intègre dans cette formation. Et là, nous avons par exemple la carte de certaines sociétés, je dirais, judéo-arabes, ou bien totalement arabes, enfin juifs et non juifs, c'est très difficile à expliquer, de cette communauté israélienne arabe qui sont installés un peu partout. Et là, je vais vous parler, je vous ai apporté 2 films que je voudrais vous présenter parce que j'estime je suis assez fier de vous montrer ces 2 films qui vous montrent justement que la technologie permet de mettre ensemble notre jeunesse, qu'elle soit juive ou non juive. Le premier film, c'est une association qui s'appelle Mouna. Mouna a été créée par un ancien pilote de chasse qui vit dans le nord, en Galilée, près de Saint-Jean d'Acre, et qui a décidé dans le nord du pays, nous avons toutes les communautés. Nous avons les communautés druzes, tcherkesses, musulmanes, chrétiennes et bien sûr juives. Et dans une association dont le but est d'utiliser la haute technologie comme ciment de notre jeunesse israélienne. Donc c'est le premier film. Et le deuxième film, c'est un film aussi remarquable. Enfin, quand je dis un film, c'est 4 minutes, hein, 4-5 minutes. C'est très remarquable, c'est en fait le témoignage d'un jeune entrepreneur de la communauté bédouine qui, lui, il avait une ambition, il a étudié à l'université, etc. Et il a consacré sa réussite d'une entreprise de transport, il a une grande entreprise de transport en Israël, pour justement encourager, par son exemple personnel, les jeunes de la communauté bédouine à aller faire des études supérieures et surtout, et vous le verrez dans le film, pousser les femmes de la communauté bédouine, qui était la tradition bédouine, empêche la femme de sortir de la famille, de la tente, etc. Et là, il va contre, il veut justement leur montrer qu'il faut qu'elles sortent, qu'il faut qu'elles travaillent, qu'il faut qu'elles se développent. Et il y a beaucoup d'associations qui font ces choses-là, justement pour ça. Donc, on va voir ces films-là. Alors, ça, c'est l'association Mouna. Vous voyez, des jeunes de toutes les... À propos, on n'a pas la polémique en Israël du voile, etc. Parce que les religieux aussi, juifs, ont aussi une kippa où les femmes ont leur fichu, etc. Donc, nous n'avons pas ça. Mais il y a une intégration sociale qui se fait. Et alors, on y va à cette... We use space as a metaphor. From the outer space, everyone looks the same. No differences between people. I launched Mouna in 2013 in the presence of Charles Bolden, head of NASA. כשהילדים שלי גדלו, הגעתי להבנה שהכי חשוב זה פתיחות ושאפשר לצמוח מזה שהשכן שלך צומח. שלום, השם שלי חאלד אבו דאוד. אני מכפר מג'ד אל-כרום, נכנסתי למרכז מונה ואז ראיתי בו שזה החלום שלי להמציא דברים, ללמוד על מדפסות תלת מימד. המונה הזאת באמת מוכיחה שניתן לעשות שיתוף פעולה בין ערבים ליהודים.
במונה יש סיפור, מי שנכנס הנה הוא מרגיש שהוא שייך לנבחרת. אנשים עובדים על משהו שהם רוצים, על משהו שהם צריכים, אז זה לא משנה מי הבני אדם, לא משנה התרבות. מונה דוגלת בהרבה מאוד שיתופי פעולה, ואני מאמין שהדבר הכי חשוב זה לתת לבן אדם את ההרגשת מסוגלות. מונה בערבית זה משאלה. מונה בשבילי זה מקום לשינוי, חלל לשינוי, שאנחנו מנסים לעשות פה מהפך. אני מאמין קידום כלכלה במגזר הערבי יקדם את כל הכפר. אנחנו הולכים חינוך וכלכלה, זה הסיסמה שלי, כך מקדמים את הכפרים, את המגזר הערבי, וזה מוסיף את התל"ג של המדינה וזה עוזר למגזר. אני רוצה לברך את מונה, זה מפעל לדוגמה. אילו היו מפעלים כאלה בארץ, היה כבר שלום. Alors le deuxième, c'est, je vous ai dit, l'entrepreneur d'origine de la communauté bédouine. مرحبا، أنا إبراهيم النصاصرة، بن 36، نسوي، أبا ل4 ילדים. אני תושב לקיה, נולדתי בלקיה, זה נמצא בנגב על כביש 31. אני גדלתי בבית עם 32 אחים ואחיות. ההורים רצו שאני אהיה מורה ולכן שלחו אותי ללמוד הוראה. למדתי תואר ראשון בחינוך, עבדתי בזה שנה ואז עזבתי את מערכת החינוך. עזבתי כי היה לי חלומות מגיל מאוד מאוד צעיר לעשות עסקים, לעשות כסף. אני בא ממשפחה צנועה, ויחד עם המשפחה ביטחנו גם חברה בתחום ההסעות, שהיום יש בה מעל 200 עובדים שנותנת שירותים בנגב ובארץ. בשנת 2010 מצאתי את עצמי מאזין לראש הממשלה בחיפה בכנס לצמיחה בחברה הערבית. אומר, יש לנו משימה כמה שיותר נשים ערביות וגברים חרדים בשוק העבודה. חזרתי הביתה, באותה שנה הקמתי מפעל חברתי שיודע לעשות 3 דברים: לפתח כלכלה מקומית ולהרוויח כסף, לעודד ולקדם תעסוקה מכבדת ומותאמת לנשים בדואיות מהנגב, ו3, לספק אוכל בטעם בדואי לתלמידי בתי ספר וגנים בחברה הבדואית. אחרי זה לקח לי 2 להילחם בבירוקרטיה, ובשנת 2013 התחלנו לייצר במפעל. היום המפעל מייצר מעל 10,000 ארוחות מדי יום, מעסיק כ-60 עובדים, 80% מתוכם נשים בדואיות, ואנחנו בדיוק בימים האלה מקימים מפעל חדש בעידן הנגב, אזור התעשייה משותף להבים רהט בני שמעון. בתוך המפעל אנחנו מתכננים גם לבנות מסגרת לילדים, מעון יום, כי זה אחד החסמים בפני תעסוקת נשים בדואיות. בשנת 2015 אני הקמתי יחד עם קבוצת צעירים בדואים שלוקחים אחריות את מרכז תמר. מרכז תמר זה ארגון גג שיודע לצמצם פערים בתחום החינוך בחברה הבדואית. הפרויקט דגל של מרכז תמר זה קידום מצוינות במדעים. אנחנו לוקחים תלמידים מהחברה הבדואית, עוזרים להם ללמוד לטובת 5 יחידות מתמטיקה, פיזיקה או כימיה ואנגלית, ובסופו של דבר במטרה לקדם אותם בפקולטות להנדסה ומדעים במוסדות להשכלה גבוהה בישראל, ובסופו של דבר שישתלבו בשוק העבודה האיכותי בישראל, ההייטק, הטכנולוגיה, המדעים. נכון להיום, בשנת 2016, יש 1,300 בוגרים באוניברסיטת בן גוריון בפקולטה להנדסה, מתוכם יש 0 תלמידים בדואים. זה לא נורמלי, זה לא גנטי, פשוט בגלל שהתלמידים לא מקבלים הזדמנות, אז אנחנו עוזרים להם ונותנים להם את ההזדמנות להאמין בעצמם, להצליח ולהבין שההייטק זה העתיד, הטכנולוגיה זה העתיד, והמדעים והמדע זה העתיד. כיום התחלנו מ-60 תלמידים, אני השקעתי בפרויקט הזה $1,000,000 מכיסי, ואז בשנה השנייה היה הרבה יותר קל לרתום משרדי ממשלה. נרתמו משרדי ממשלה, גם חקלאות, גם שוויון חברתי, גם חינוך, גם אנחנו במגעים עכשיו עם משרד המדע בשביל להגדיל את התוכנית הזאת. היום אנחנו נמצאים עם 350 תלמידים מכל היישובים הבדואים שבאים ללמוד ביחד, מורים איכותיים, גם ערבים, גם יהודים,
ומלמדים אותם גם מתמטיקה, גם פיזיקה, גם כימיה, גם אנגלית, אבל מצד שני גם חושפים אותם לעולם הטכנולוגיה, לעולם המדע, שולחים אותם לסיורים במוזיאונים למדעים, בחברות הייטק גדולות, בכדי שיכירו. היום יש 350 תלמידים במרכז תמר, אנחנו רוצים להגיע ל-600 תלמידים בתוך שנתיים, שלומדים 4 שנים ואחרי זה מלווים אותם עוד 4 שנים בתואר הראשון, ורוצים גם ללוות אותם בשוק העבודה, ושיהוו רשת של צעירים מהחברה הבדואית מכל הנגב, שידעו לסייע אחד לשני, לקדם אחד את השני, לעזור אחד לשני, ולהוביל את החברה הבדואית למקום הרבה יותר טוב ממה שהיא נמצאת היום. כי אנחנו היום מובילים את הסולם באבטלה, 80% בקרב נשים, מובילים את הסולם בנשירה מהבתי ספר, כ-30% מהתלמידים הבדואים לא מסיימים בית ספר. אנחנו בתחתית הסולם בבגרות איכותית, בבגרות מדעית. אנחנו בתחתית הסולם בהשתלבות באקדמיה, רק 4% תלמידים, סטודנטים בדואים משולבים באקדמיה בישראל. זה לא נורמלי, אנחנו רוצים לשנות את זה, רוצים לעשות עתיד טוב יותר לחברה הבדואית, עתיד טוב יותר לנגב, ועתיד טוב יותר לכולם לחיות בו במדינת ישראל. Je voudrais vous dire que, en fait, je n'ai pas le temps, mais les gouvernements d'Israël investissent énormément pour aider justement l'intégration de ces communautés socio-économiques qui sont un peu basses à rentrer à l'université. Nous avons besoin de tous ces jeunes-là, quelle que soit leur religion. Ceci est très important. Et actuellement, nous avons, je peux vous la montrer, mais enfin, on ne va pas perdre de temps pour ça, seulement l'augmentation des étudiants non juifs à l'université. Aujourd'hui, vous avez, en tant que médecin, prenez par exemple les médecins, nous avons plus de 20% de chefs de départements en médecine qui ne sont pas juifs. Nous avons plus de 50% de personnel, 50% de pharmaciens en Israël ne sont pas juifs. Donc, de plus en plus, ce besoin qu'on utilise la technologie, qu'on encourage nos jeunes de partir, se fait sans distinction. Et ça, c'est très important, surtout quand on peut parler d'autres choses sur Israël, et ce n'est pas toujours comme ça la vérité. Maintenant, je voudrais parler un peu de ce qui existe entre la France et Israël. Je vous ai parlé des 4 structures qui forment l'écosystème israélien, mais je voudrais parler des relations qui existent entre la France et Israël, parce qu'on ne les connaît pas assez bien. Quels sont ces accords qui existent depuis bien longtemps déjà entre la France et Israël? Eh bien, d'abord, ça a commencé dès 1959, c'est-à-dire 8 ans, 9 ans après l'établissement de l'État d'Israël, un accord bilatéral sur la coopération culturelle, scientifique et technique, sur lequel va se baser d'autres accords qui nous amènent jusqu'à maintenant. Entre autres, par exemple, en 1995, le traité qui permet d'éviter la double imposition est très important dans le domaine des affaires. La France est aujourd'hui le 5e partenaire de coopération avec Israël en matière de recherche scientifique et technologique. Eh bien, écoutez, moi, personnellement, je trouve que la France n'est pas en bonne position. Il n'y a aucune raison que l'Allemagne ou l'Angleterre ou l'Italie ou l'Espagne soient avant la France dans le domaine de la recherche scientifique avec Israël. Nous avons là, et vous verrez, je vous donnerai des exemples, nous avons le même niveau technologique, nous pouvons faire beaucoup mieux. Il y a beaucoup de choses encore à faire ensemble. En 2002 a été créé le Haut Conseil de la science et de la technologie. C'est le programme qu'on appelle le programme Maimonides, parce que ça vient de l'anglais plutôt, mais c'est Maïmonide, qui permet chaque année de financer sur 6 projets sur 2 secteurs bien définis qui sont déployés. Et j'ai l'honneur d'être le coprésident israélien de ce Haut Conseil. Nous estimons que nous pouvons continuer à augmenter cette coopération qui justement met en rapport les universités françaises et les unités israéliennes. Le coprésident français qui est avec moi cette année, enfin ces dernières années, c'est Madame Marion Guillou, qui est la présidente d'Agrenium et qui a été la présidente de l'école polytechnique. Et auparavant, c'était le professeur Jules Hoffman, qui est le prix Nobel de médecine français.
Il existe depuis 1992, donc ça fait pas mal d'années déjà, ce qu'on appelle le FIRAD, qui est justement un accord de soutien à la création d'entreprises franco-israéliennes dans tous les domaines. Dès qu'un partenariat franco-israélien s'établit et qu'ils doivent créer une société, l'État d'Israël et l'État français vont soutenir le partenaire français et le partenaire israélien à créer ceci. Il a été renouvelé en 2003. On ne pense pas, mais il y a de l'argent là-bas et on ne le sait pas assez. Donc vous voyez que déjà dans la recherche fondamentale, dans les universités, les deux gouvernements continuent à encourager vers la recherche appliquée et la création de sociétés. C'est dommage de ne pas utiliser ces outils-là. Quels sont les accords scientifiques avec l'Union européenne? Nous en avons énormément et ça c'est très important parce que ça rapproche aussi les sociétés françaises et israéliennes. En 1997, Israël a été le premier pays de l'Union soviétique qui ne faisait pas partie de l'Union... Pardon, soviétique. L'Union européenne, ne faisant pas partie de l'Union européenne, de rentrer dans le programme 4 de la recherche scientifique. Et actuellement, c'est ce qu'on appelle Horizon 2020 actuellement. En 2000, Israël est déjà membre de Eureka, qui est un programme européen qui est le soutien à la coopération technologique. Bon, en 2010, nous avons dirigé Eureka. Et enfin, 2014, Israël est partenaire d'Erasmus+. Je rappelle qu'Erasmus+ soutient la mobilité des étudiants pour aller dans différentes universités. Il y a actuellement énormément d'échanges entre Israël et la France. Celui qui a le plus d'accords avec Israël, c'est l'école polytechnique. L'école polytechnique a trouvé avec les universités, que ce soit de Beersheba, de Jérusalem ou le Technion de Haïfa, des partenaires justement pour des recherches en commun, soit de doctorants, soit de post-doctors, mais vous avez aussi il existe certains doctorats qui ont été faits, qui sont conjoints, qui sont reconnus par les deux partenaires français et Israël, et il existe aussi des échanges d'étudiants, surtout en maîtrise, pour justement l'équivalent d'étudier en France ou l'équivalent d'étudier en Israël. Bon, je vous rappelle uniquement pour quand même penser à Simone Veil, qu'en 1975 a été créée l'association Weizmann-Pasteur pour la recherche de la lutte contre le cancer, qui aujourd'hui est au-delà de la recherche de la lutte cancer, aussi dans toutes les autres maladies, qui est quand même un symbole de cette coopération qui date depuis 1975. Je dois parler de la Fondation France-Israël, parce que les deux gouvernements se sont mis d'accord de créer la Fondation française, c'est une fondation française, France-Israël, c'est l'initiative de Jacques Chirac, hein, ça, il faut le reconnaître, pour justement resserrer les liens. L'objectif de la Fondation est d'améliorer l'image de marque d'Israël en France et l'image de marque de la France en Israël. Et j'ai encore aussi l'honneur d'être le vice-président de cette fondation. La présidente de la Fondation France-Israël est Madame Muriel Chaim, médecin à la retraite, mais encore dynamique. Parfois, je lui dis que je savais que je courais vite, mais elle, alors, pour la rattraper. Bon. Parlons maintenant des échanges commerciaux. Là, il y a encore énormément de choses à faire. Les chiffres que je vous montre là, ce ne sont pas des chiffres israéliens, ce sont des chiffres de la Banque d'Israël, la Banque de France, excusez-moi, qui montrent que le PIB d'Israël est de 40 144 et celui de la France 42 473. Donc, nous sommes deux pays dont le PIB par habitant est pratiquement le même, mais nous avons d'autres facteurs qui sont beaucoup plus prometteurs, je dirais, qui montrent une certaine vitalité de l'économie israélienne. J'estime que la France a intérêt à travailler avec Israël, peut avoir des atouts, et je dirais même, si vous me permettez, avec tout l'amour que j'ai pour la France est un peu timide vis-à-vis d'Israël. Alors que d'autres pays, en Europe surtout, c'est l'Angleterre, l'Allemagne, surtout l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne, investissent beaucoup plus en Israël que la France, bien qu'il y ait un réveil de la France, et vous verrez dans quoi. Mais en 2010, Israël fait partie de l'OCDE, ceci quand même montre, pas tous les pays peuvent rentrer à l'OCDE, vous le savez aussi bien que moi. Les échanges commerciaux sont en faveur de la France.
Ça, ce sont les chiffres de la douane française de 2019. Il y a beaucoup plus d'exportations françaises en Israël que d'importations françaises d'Israël. Mais enfin, au milieu, vous voyez qu'aux années 2013-2014, il y avait quand même un certain équilibre, mais ceci, c'est parce que Israël, enfin la France avait acheté du matériel aéronautique un peu spécial à ce moment-là. Bon, continuons. Il existe un accord de libre-échange entre l'Union européenne et Israël. Et par cet accord-là, la France a automatiquement l'accord de libre-échange entre les deux pays. Les chiffres qui sont là vous montrent qu'on pourrait faire mieux. Hein. Nous sommes loin d'être au top entre la relation entre la France et Israël. Ça, c'est important. À propos, je parlais de ça dernièrement avec le nouvel ambassadeur français en Israël, Éric Danon, qui il me dit, écoutez David, là, il faut qu'on essaye d'améliorer un peu les choses. Et il voudrait que... Il me dit, les Français investissent énormément en Israël, la France n'investit pas beaucoup en Israël. Alors, je n'avais pas les chiffres, parce que j'aurais pu lui répondre, mais je vous ai apporté les chiffres. Et ces chiffres-là, je les ai trouvés où? Dans les données de la Banque de France, en 2018. Les investissements français en Israël étaient, depuis 2013 à 2018, ça veut dire pendant 5 ans, plus de 2 milliards. C'est très important, n'est-ce pas? Mais c'est une augmentation en 5 ans de 15% seulement. Parfait. Les investissements israéliens en France sont de 625, mais l'augmentation est de 136%. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a un début de reconnaissance des investisseurs israéliens à la valeur ajoutée de la France. Et là, je suis optimiste. Là, j'estime que en continuant comme ça, nous allons voir de plus en plus un investissement des investisseurs, parce qu'il y a de l'argent en Israël, hein, je vous le dis tout de suite, qui vont venir installer. Et comme preuve, par exemple, le mois dernier, ou il y a 2 mois à peu près, nous avons une grande compagnie d'assurance Harel en Israël qui a investi à Paris. Et ils ont investi un grand immeuble pour pouvoir s'établir à Paris. Et il y a actuellement une activité qui va se faire en 2020 et 2021, justement, avec une découverte. Et nous sommes en train de discuter en France avec l'ambassade et la fondation, justement, comment mieux faire connaître la France aux investisseurs israéliens. Bien, quels sont les secteurs porteurs de coopération? Bon, j'aurais pu en marquer d'autres. Vous en avez depuis la cybernétique, la fintech, l'irrigation, l'agrotech. L'irrigation, par exemple, nous avons fait un grand séminaire il y a de cela 3 mois à Lille, avec la région Hauts-de-France. Sur l'irrigation, nous avons apporté des experts israéliens, il y a eu des accords, enfin, pas des accords, mais déjà un dialogue de coopération. Et puis, il y a de cela 3 jours de cela, j'étais à Bordeaux faire une conférence un peu identique à celle-là. Et là-bas, je ne savais pas, en fait, que le problème de l'irrigation dans la Nouvelle-Aquitaine est très, très important. Et nous le savons, il y a de la sécheresse. Et on m'a demandé, est-ce que Israël peut nous aider dans ça? Et effectivement, nous pouvons nous aider. On peut vous aider avec même des études. Par exemple, en irrigation, Israël réutilise 87% de ses eaux usées pour l'agriculture. L'Espagne, qui est le second pays au monde, l'utilise à 17%. La France, c'est à peu près 6%. Vous voyez la différence? Et ça, c'est dommage. Vous savez, on a toujours dit que les prochaines guerres, ce sera la guerre de l'eau. C'est pour ça qu'Israël a maintenant un brevet international de créer de l'eau par l'air. Bon, ça, on en parlera. On m'avait demandé si c'était un gadget. Je ne suis pas un spécialiste, mais je ne crois pas que ce soit un gadget. Bon, enfin, bref, nous continuons. Quand même, je veux être fier, je veux dire que les sociétés françaises s'installent. Je vous ai donné quelques noms, voilà, il y en a quelques-uns. AXA est installé.
Groupe Renault, je vous dis, a développé un laboratoire de recherche sur la voiture autonome. Israël est devenu un centre du développement de la voiture, la mobilité, enfin de la voiture autonome. Thales Gemalto a 3 sociétés en Israël. Dassault Systèmes est depuis plus de 30 ans en Israël. Orange a un laboratoire, un incubateur, etc. EDF, Énergie Nouvelle, a un grand centre d'énergie solaire dans le Negev. Voilà. Schneider, depuis bien longtemps, il est en Israël. Mais ceci montre quand même, si JC Deco est installé en Israël depuis 30 ans, c'est que, excusez-moi du terme, il gagne de l'argent. Il ne serait pas resté en Israël s'il ne gagnait pas de l'argent. Mais il ne gagne pas seulement de l'argent parce que le marché d'Israël est petit par rapport à ce que JC Deco fait. Après tout, il suffit que JC Deco aille en Lorraine, comme je vous ai dit, sur la surface, il aurait la même valeur. Mais il utilise ça parce qu'Israël développe des choses. Et grâce à cela, ils utilisent le laboratoire d'Israël pour aller développer d'autres choses. Bon, quelles sont mes recommandations pour terminer, pour vous montrer que j'ai dépassé de 5 minutes ce que j'aurais voulu. Je voulais faire 45 minutes, il est 50 minutes déjà. Eh bien, quelles sont mes recommandations personnelles? Mais je suis certain que certains d'entre vous, vous en avez. Eh bien, tout simplement, on ne connaît pas assez. La France ne connaît pas assez Israël et Israël ne connaît pas. Les avantages de la France sont énormes. Un niveau technologique très important. Un marché local important, 66 millions d'habitants. Mais c'est une ouverture vers l'Europe. Plusieurs fois, on me demande, parce que, vous savez, j'ai 40 ans que j'ai passé à l'industrie aérospatiale, même lorsque j'étais à la direction générale, on m'appelait le français. Bon, c'est très bien, oui, j'étais le français de choses. Et assez souvent, on me dit, mais pourquoi tu nous parles toujours de la France? Je dis, parce que la France, non seulement elle a un grand marché, mais c'est une ouverture vers l'Europe. Ça, c'est très important. Et il existe des opportunités pour des investissements. J'ai été invité en tant que président du Haut Conseil par le CEA de Grenoble, Minatech. Et ils voulaient qu'on compare ce qu'eux, ils faisaient avec ce que nous faisions en Israël. Ils font des choses remarquables au CEA. On fait des choses remarquables en France. On ne sait pas ça. Excusez-moi du terme, je crois que la France ne sait pas montrer ses valeurs technologiques. Mais Israël aussi a un haut niveau technologique. Nous avons un écosystème, d'après moi, performant. J'espère que vous avez pu vous convaincre tout à l'heure. Mais surtout une communauté francophone importante. Nous pouvons, vous savez, quand j'étais un des directeurs de l'industrie aérospatiale et que je recevais des délégations venant de France, j'arrivais à faire, pendant tout leur séjour, uniquement faire parler des francophones. L'industrie spatiale israélienne a été créée par des franco-israéliens. Je ne parle pas dans l'aviation, je ne parle pas dans les missiles, je ne parle pas de ça. Donc, nous avons des... Et c'est très important parce que tous ces jeunes qui sont franco-israéliens ne demandent pas mieux après d'aider à la relation avec la France. Et enfin, il existe des opportunités pour les investissements, ça nous l'avons vu. Mais je voudrais terminer, et ça c'est le dernier slide, pour vous dire, mais faites faire attention. Il faut connaître l'israélien. C'est un garçon et une fille qui ont grandi dans une atmosphère un peu spéciale. La fille ou le garçon israélien va décider très rapidement si les intérêts et les objectifs sont bien compris. Très vite. Il est prêt à prendre des risques calculés. N'oubliez pas, il a pris des risques calculés lorsqu'il était à l'armée. Il sait ça, il sait ce qu'il doit faire. Mais il n'a pas peur de l'échec. Vous savez qu'en Israël, on n'a pas peur de l'échec. Quelqu'un qui a échoué, c'est quelqu'un qui a appris pourquoi il a échoué. Donc il a beaucoup plus de culture et de compréhension que celui qui n'a pas échoué. Il ne sera pas mis à l'écart. Au contraire, on va l'inviter, on va lui demander pourquoi tu as échoué, qu'est-ce que tu penses, comme quoi tu dois t'améliorer. À propos, quel que soit à l'armée, et ça vient de l'esprit de l'armée, quelle que soit l'opération que l'on fait à l'armée, que ça soit une réussite ou que ça soit un échec, il y a ce qu'on appelle un debriefing, c'est-à-dire une analyse des choses pour mieux comprendre ce qui se passe. C'est ce qui se passe dans l'industrie aussi.
il y a une flexibilité dans la pensée chez l'Israélien, quel que soit l'âge à propos, même. Et puis, il ne se décourage pas rapidement, vous savez. Moi, quand j'étais en France et que j'étais petit, on me disait « impossible n'est pas français ». Ben non, impossible n'est pas israélien aussi. Bon, alors disons, si ce n'est pas français et ce n'est pas israélien, c'est une raison de se mettre ensemble, non? Voilà. Et en fait, l'Israélien travaille énormément, même au-delà, il n'a pas peur des heures conventionnelles. Excusez-moi, je suis un peu témoin de tout ce qui se passe en France ces derniers temps. Par moments, quand j'écoute certaines personnes qui disent qu'ils doivent prendre leur retraite à 52 ans, alors qu'en Israël, la retraite est à 67 ans et qu'on va l'augmenter à 70, bon. Et en fait, nous adaptons aux méthodes de travail du partenaire. On s'adapte facilement. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui travaille avec le monde entier. Nous savons, j'ai moi-même travaillé, j'ai eu l'honneur de vendre des systèmes d'avions sans pilote un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, Israël a comme client dans le monde des avions sans pilote plus de 50 pays. Eh bien, 50 pays, c'est 50 cultures différentes. J'ai participé à la vente en Allemagne, en Suisse, en France. Ces 3 pays sont limitrophes. Eh bien, je vous assure, la culture est totalement différente. Allez chez les Suisses, ou vous allez chez les Allemands, ou vous allez chez les Français, c'est totalement... Et il faut qu'on s'adapte à ça. Or, l'Israélien qui va développer une start-up va le développer pour le monde entier parce qu'il sait que son marché est petit. Donc, il s'adapte à la méthode. Moi-même, j'étais avec mes collaborateurs, je leur expliquais comment se comporter. Ne pas, par exemple, s'ils venaient en France, je leur dis, écoutez, n'allez pas demander un Coca-Cola pendant que vous allez manger un beefsteak. Ou si vous ne voulez pas boire du vin, buvez de l'eau, mais pas à Coca-Cola, parce que je m'étais aperçu qu'ils faisaient comme ça, etc., etc. Quand on va en Asie, il faut faire attention à certaines cultures qu'on apprend. Par exemple, ne pas mettre la main sur la tête d'un enfant en Asie. Ça signifie que si vous mettez la main, il ne va pas grandir. Non, mais oui, mais c'est très important, ces choses-là. Il faut connaître la mentalité. Il y a d'autres choses... sans rentrer dans le détail, mais nous travaillons dans certains pays dont on ne parle pas l'existence. Eh bien, leur nourriture était différente. Et j'ai eu des problèmes avec des collaborateurs qui ne voulaient pas aller dans ces pays-là parce qu'ils n'aimaient pas cette nourriture. Et ils avaient raison. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris des Israéliens d'origine de ce pays pour aller dans ce pays-là. Et là, ça a bien marché, etc., etc. Voilà, donc il est nécessaire donc de mieux connaître les avantages du partenaire et les intérêts d'un partenariat. Ceci va nous permettre de créer un pont pour mieux se connaître. Donc on pourra faire, je suis convaincu qu'on saura faire un partenariat comme il faut. Je voudrais terminer avec je perds mon français. Comment tu dis? Voilà, 2 citations de... écoutez, mon inspectrice générale du français est là, il faut bien qu'elle m'aide, non? 2 citations d'Albert Einstein qui, j'estime, résument un peu tout ce que nous venons de dire. L'imagination est plus importante que le savoir. On peut tout savoir et ne rien faire, tandis qu'avec l'imagination, on peut tout faire. Ça, c'est Israël. Ça, c'est l'imagination. Nous sommes obligés d'imaginer des choses qui n'existent pas parce que nous devons réussir. Et enfin, une personne qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais tenté d'innover. Voilà Israël. Merci, je vous remercie de votre attention.